Merci. Jules-Henri Rivaux et le renouveau des productions verrières. Vous me direz, qui était Jules-Henri Rivaux? Pour moi, quand je suis arrivée à Saint-Gobain il y a 10 ans, on m'a parlé de Jules-Henri Rivaux avec 2 tares. Il était belge et alcoolique. Alors ça m'a beaucoup intriguée. Depuis 10 ans, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup travaillé, j'ai consulté beaucoup d'archives sur Jules-Henri Rivaux. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un résumé d'une biographie d'un très grand homme qu'on a totalement oublié, que la manufacture avait intentionnellement oublié, parce que ce n'est pas un oubli que local, hein, et qui finalement apparaît très peu dans tout ce qui est production du groupe Saint-Gobain sur son histoire. Jules-Henri Rivaux, c'est le vilain petit canard des fois. Alors, on l'a un petit peu oublié, on l'a un petit peu oublié partout. Et aujourd'hui, c'est pas une réhabilitation officielle que je vais vous faire, mais c'est vous parler d'un personnage qui moi me fascine. Je fais beaucoup de parallèles avec Pierre Delaunay-Deslandes parce que je travaille beaucoup avec Anne sur Pierre Delaunay, mais il faut savoir qu'il a beaucoup marqué l'histoire de la verrerie et surtout tout ce qui est histoire des productions verrières. En fait, quand on regarde tout ce qui est production verrière, on se rend compte qu'il y a des grands noms dans l'histoire de Saint-Gobain. Moi, je dirais que pour le XVIIIe siècle, c'est indiscutablement Pierre Delaunay-Deslandes. Anne Alonso vient de vous en parler longuement. La chance qu'on a avec Pierre Delaunay-Deslandes, c'est qu'il a laissé beaucoup de textes que l'on chasse partout en France, puisque malheureusement il n'y a pas qu'aux archives Saint-Gobain, mais qu'on en retrouve aux archives du monde du travail, aux archives nationales et un petit peu partout, et qui est repérable avec son écriture caractéristique. Pour le 19e siècle, quand on parle de Saint-Gobain, on pense tout de suite aux frères Biver, Hector et Mathias. Hector et Mathias, ces expatriés, moi ça m'avait frappé, on m'a jamais dit d'eux qu'ils étaient pas français, qu'ils étaient luxembourgeois ou belges, ou tout ce qu'on voulait. Et eux, ils avaient le droit de citer à Saint-Gobain. Donc Hector et Mathias Biver, qui ont vraiment marqué l'histoire de Saint-Gobain, qui se sont fait construire leur maison, qui ont amené leur famille et surtout qui sont enterrés dans le carré Biver du cimetière communal. Voilà. Alors c'était peut-être pour ça qu'on avait un petit peu oublié Henri Rivaux. Et puis il y a aussi un grand nom pour le XXe siècle, c'est Louis Boudin. Louis Boudin qui a marqué l'histoire de cette manufacture. Pas seulement par le fait qu'il y a officiellement développé la coulée continue et on l'a inventé en septembre 1926, mais parce qu'il est aussi l'auteur de la reconstruction de la manufacture après la Première Guerre mondiale. Et puis Louis Boudin qui s'était aussi beaucoup investi dans la vie locale, puisqu'il était premier adjoint au maire, qu'il a été aussi nommé officier municipal par le préfet entre 1940 et 1942 pour gérer la commune. Donc vous voyez, finalement, il n'y restait pas de place pour ce brave Jules-Henri Rivaux. Pas de place du tout. Mais Jules-Henri Rivaux, quand vous avez la bonne idée de pianoter sur Google, vous vous rendez compte qu'il sort des millions de fois. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un scientifique qui est reconnu par le monde entier, qui est utilisé et réutilisé par les chercheurs, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne et partout, et que finalement Jules-Henri Rivaux est beaucoup plus connu à l'étranger. C'est un chimiste, un vrai chimiste. Il est à l'origine de nombreuses inventions qui ont révolutionné les productions verrières, mais il est quasiment inconnu, même à Saint-Gobain. Et si vous interrogez un Gobanais pour savoir qui est Jules-Henri Rivaux, personne ne va associer le nom Jules-Henri Rivaux avec le petit château du Moulin à Vent, c'est-à-dire de la maison de retraite Jean Moulin. Et je pense qu'il y a peu de gens dans la salle qui savent qu'il est enterré dans le cimetière de Saint-Gobain, dans une tombe totalement anonyme, avec sa mère et sa grand-mère. Donc je vais essayer, dans le temps qui m'est imparti,
de vous présenter ce personnage hors du commun, totalement inconnu, et de le réhabiliter, ce serait un bien grand mot, mais de vous montrer qu'il a sa place dans l'histoire du verre, dans l'histoire de Saint-Gobain, et qu'il était loin d'avoir de nombreuses stars. Alors, qui était-il? On le connaît bien. On sait qu'en fait, il naît en effet à Bruxelles le 13 janvier 1847. Il est le fils de François-Louis Henriveau, qui est négociant, lui-même né à Nivelles le 5 janvier 1812, et d'Hortense Louise Couty, qui elle est née à Chauny le 11 mai 1822. Donc Jules Henriveau naît sur le quai aux Pierres Bleues à Bruxelles, mais il va n'y vivre que 6 mois, jusqu'au moment où son père décède. À ce moment-là, sa mère rentre à Chauny auprès de ses parents. Ses parents, en fait, c'est la grande dynastie des verriers Couty, de la famille Couty, Courtry. Alors, son grand-père, c'est Louis Gobain-Couty. Louis Gobain-Couty, qui s'est très brillamment illustré pendant les guerres napoléoniennes, en étant lieutenant au 23e régiment d'infanterie de ligne. Il est inspecteur du poli à Chauny et il va passer toute sa carrière professionnelle dans la manufacture à Saint-Gobain, à Chauny, puis à nouveau à Saint-Gobain. Quand il va revenir à Saint-Gobain, bien entendu, Louis Gobain-Couty emmène son épouse, mais aussi sa femme et son petit-fils. Donc sa femme, une fois veuve, Catherine Julie Dumontois, va être femme de charge à la manufacture. Et elle aura le grand plaisir, ou surtout la lourde tâche, d'être la responsable du bâtiment d'administration de la manufacture. Sa fille, donc la mère de Jules Henriveau, elle est à la fois à l'administration à Chauny et à Saint-Gobain. Et ce, jusqu'à sa retraite en décembre 1890. Donc Jules Henriveau vit dans la manufacture. Sa grand-mère est logée dans la manufacture, sa mère navigue entre les deux sites, et c'est là que les frères Biver vont le repérer. Et ils vont l'envoyer faire des études au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Et il va suivre les cours de chimie institués en 1864 par Edmond Frémy. Edmond Frémy qui avait fondé le premier laboratoire public français d'enseignement gratuit de la chimie. On y étudie pendant 4 ans. La première année consacrée à l'étude des métalloïdes, la seconde les métaux, la troisième la chimie organique et la dernière l'analyse quantitative et les applications de la chimie. Il y a toujours en début de journée une leçon ou conférence et beaucoup d'exercices de manipulation qui sont dirigés d'abord par Auguste Terreil, l'aide naturaliste de Frémy, et ensuite par Auguste Prosper-Logier, le préparateur. Les élèves sont donc admis gratuitement au laboratoire, sans distinction d'âge ni de titre, et comme le soulignera Frémy, l'organisation toute libérale du laboratoire de chimie du muséum n'exige des élèves que la plus grande ardeur scientifique. Et là, c'est un maître mot pour Henriveau, puisqu'il ne vivra que comme Delaunay-des-Landes pour la science et surtout la chimie. Henriveau est très largement influencé par Edmond Frémy et il se spécialise en chimie. Il devient en 1870 préparateur. Mais dès avant, il a fait plusieurs missions au sein de la compagnie de Saint-Gobain, notamment une en décembre 1869 à l'atelier d'Argenture. Il entre officiellement dans la compagnie le 1er avril 1872 et à cette époque, il est envoyé à Saint-Fond. Donc il est envoyé à Saint-Fond, qui se trouve à proximité de Lyon. À cette époque, il découvre le logement dans la cité ouvrière, notamment dans une grande bâtisse de la cité Montebello, où on trouvera le logement du directeur. Puis il va revenir à la soudière de Chauny pendant quelques années en tant que préparateur, et ensuite il arrive à Saint-Gobain en 1875, sans avoir non plus fait quelques incursions ça et là dans d'autres usines. Notamment en 1876, on l'envoie à Cirey
pour faire un rapport sur la manufacture de ciré, et ensuite on l'enverra à Val-d'Off. En 1884, il prend le poste de directeur de la manufacture de Saint-Gobain, à la suite d'Alfred Biver. C'est à ce moment-là qu'il va épouser Henriette Marie Peretti. Henriette Marie Peretti n'est pas du tout une gobanaise, et comme son nom l'indique, elle est italienne d'origine. Par contre, elle est née à Paris en septembre 1863. Elle est la fille de Jean-Baptiste Peretti et de Pauline Pideau, qui sont arrivés d'Italie plusieurs décennies auparavant et qui sont assez fortunés. Quand Henri Vaux épouse Henriette Peretti, le mariage est célébré à Saint-Gobain, mais le contrat de mariage est déposé chez Maître Morel d'Arleux à Paris le 28 juin 1884. Et là, on découvre une disproportion de revenus flagrante. Madame Peretti a plus de 700 000 francs et Jules-Henri Vaux 40 000 francs, y compris ses meubles et ses vêtements. Mais Henri Vaux est promis un brillant avenir. Et les témoins qui assistent à son mariage sont aussi des gens très influents. Il y a ses deux beaux-frères, mais surtout Edmond Frémy et Hector Biver, son père spirituel. De cette union ne naît qu'un seul fils, Paul, surnommé Petit Paulet. Il naît à Saint-Gobain le 10 juillet 1885 à la Manufacture. Madame Henri Vaux vit à Saint-Gobain, mais ce qu'elle préfère avant tout, c'est de vivre à Paris, rue de Varennes, dans le domicile de sa mère. Là, elle mène une vie très très mondaine et elle est le chef de file d'un certain nombre de manifestations caritatives à destination des habitants de l'Aisne, et notamment c'est elle qui va pendant très longtemps présider l'œuvre pour les orphelines de Parpeville. Henri Vaux, de par son mariage, se sent attiré par l'Italie et il va s'investir dans la Ligue franco-italienne. Et à ce titre, par exemple, il va officiellement assister à l'inauguration de la statue de Victor Hugo, financée par la Ligue en mai 1905. Mais Henri Vaux, vous me direz, habite Saint-Gobain depuis fort longtemps. Il est toujours belge. C'est une tare, c'est bien. Il va, pendant de nombreuses années, monter des dossiers pour devenir français. Il demande d'abord l'admission à domicile, puisque à la fin du XIXe siècle, la procédure de naturalisation se faisait en deux mouvements. Il est donc admis à domicile en 1887, après avoir rédigé un très gros dossier. Ça fait quand même 39 ans et demi qu'il habite en France. On l'autorise officiellement à être admis à résider en France. Et il n'obtiendra la nationalité française que le 4 juillet 1993, 23 ans après avoir déposé son premier dossier. Et il ne l'obtient que grâce à l'appui du préfet de l'Aisne, de députés et de ministres. Son épouse est naturalisée aussi à cette époque, et leur fils. En tant que directeur, son rôle reste très effacé derrière celui de chercheur. Toutefois, on connaît ses préoccupations qui ont été celles avant lui des frères Biver, voire même de Delaunay-des-Landes, notamment pour tout ce qui est la prévoyance. Et on lui doit notamment un opuscule qui s'appelle Projet de prévoyance pour les sociétés industrielles. Il essaie d'étendre à l'ensemble des industries françaises tout ce qui a été fait pour le bien-être des ouvriers à Saint-Gobain depuis plus d'un siècle. En fait, ce projet se base sur une retenue sur le salaire, donc des charges, et une prime payée par le patron, avec intervention de compagnies d'assurance pour la constitution de rentes viagères et d'un capital à payer à la famille de l'ouvrier décédé. Ces retraites ouvrières, elles existent à Saint-Gobain depuis les années 1830 pour certains types d'ouvriers, et il veut les étendre à l'ensemble des entreprises françaises. Il faudra attendre bien des années après son décès pour que cela soit étendu. Monsieur et Madame Henri Vaux vivent à la Manufacture, mais ça ne convient pas du tout à Madame Henri Vaux, parce que vivre au milieu des ouvriers, vivre au Bel Air, ça ne permet pas de réaliser
de grandes fêtes et de grandes cérémonies, même s'il y a le bâtiment d'administration, le Grand Logis. Donc, à partir de 1889, ils vont commencer à acheter des terrains qui se trouvent à l'extrémité de Saint-Gobain, sur un lieu-dit qui s'appelle le Moulin à Vent. Ils vont acheter 22 propriétés pour une surface de plus de 5 hectares. Ces propriétés étaient pour la plupart des bois, mais il y avait quelques maisons, notamment une appartenant à la famille Néronis. Les Néronis qui étaient à la fois des employés de la manufacture, qui avaient été aussi un notaire et dont l'un de leurs ancêtres avait été le médecin de la manufacture. Donc ils vont acheter cette grande maison et plusieurs petites maisons, famille Cornille, Beauchard ou encore Évrard. L'ensemble de ces achats va leur permettre de constituer un grand patrimoine foncier qui à terme va être autorisé par le préfet de construire une maison. Une maison qui doit être construite à plus de 50 mètres des lisières de la forêt et surtout de ne pas avoir de toit en chaume. Alors, finalement, la bâtisse, c'est une maison de maître, c'est ce qu'on appelle le petit château, construit en briques et pierres et couvert en ardoise. Cette maison est élevée sur des caves et du sous-sol et vous pouvez voir sur cette photo, donc c'est une photo qui a été faite par Madame Henriveau en 1903, qui a été envoyée à sa sœur et elle montre donc une partie de la tourelle qui existe toujours. Donc c'est un bâtiment qui a été construit sur le style balnéaire et qui existe toujours aujourd'hui. Sa configuration initiale est presque encore identique. Au rez-de-chaussée, auquel on accède par des perrons de pierre, il y a un grand vestibule, un très grand un petit salon, un bureau de travail et une salle à manger. À l'étage, 4 chambres, dont 3 avec cabinet de toilette et une grande salle de bain. Et au second étage, 4 chambres, la salle de billard, la lingerie et la chambre de bonne, le tout couronné d'un grenier. Dans le parc, Henriveau va adapter un certain nombre de ses inventions, et notamment une serre qui existe toujours. Le kiosque a malheureusement été détruit et on trouve un jardin d'agrément boisé en partie, ainsi qu'un potager, la maison du concierge, des écuries, des remises. Le tout est clôturé. Mais Henriveau reste un chercheur infatigable et le problème d'Henriveau, c'est que pour financer ses expériences et ses participations dans de nombreuses entreprises, il lui faut de l'argent. Donc le 6 avril 1910, il va se séparer de bien avec sa femme et en mai suivant, elle lui rachète le moulin à vent. Madame Henriveau s'installe définitivement à Paris. Lui reste à Saint-Gobain et il meurt au Moulin à Vent dans sa chambre du premier étage le 15 février 1913. Et il est enterré dans le cimetière de Saint-Gobain, dans la sépulture de sa grand-mère, sûrement de son grand-père et surtout de sa mère, dans un endroit qui n'est pas du tout l'endroit où on enterre tous les directeurs de manufacture ou les grands commis. C'est juste à l'entrée de la porte d'entrée, à un endroit pas du tout choisi puisqu'il est juste en face des poubelles maintenant. Donc Jules Henriveau décède, son épouse veut vendre le moulin à vent, c'est la guerre et la commandanture en fait le commandant de la commandanture s'installe dedans. Il faudra attendre le 17 mai 22 pour qu'elle vende à Bronstein, qui est un plombier chauffagiste lyonnais, la propriété Bronstein, en le transforme en sanatorium modèle. Henriette Peretti se retire définitivement à Paris, puis au Sable d'Olonne où elle meurt en 51, et son fils, lui, décède à Saint-Pierre-du-Chemin en Vendée en 53. Alors Henriveau, pourquoi est-il connu? Pour toutes ses inventions sur le verre. On lui doit notamment tout ce qui est les études sur les carcasses et sur des études sur le chauffage au bois ou au charbon pour l'usine de Saint-Gobain comme pour celle de Cirey. Il va mettre au point et développer avec Léon Appert le 4e type de verre grillagé pour verrières, marquises, vitraux, etc. Donc vous voyez ici une des marquises qui est celle du Grand Logis.
On lui doit également des procédés de moulage du verre par Askensum, ce qui lui permet de fabriquer des bacs en verre de 60 à 200 litres de capacité et même des tuyaux d'1 mm de diamètre en verre, en développant des inventions mises au point par son ami Léon Appert. Grâce à toutes ces inventions, la compagnie de Saint-Gobain est très largement récompensée, notamment dans les expositions internationales à Anvers, à Lyon, à Amsterdam, à Bordeaux ou à Bruxelles. Il est aussi membre de jury d'exposition, comme à Londres ou à Lyon, à Bordeaux ou même à Arras. Il est l'un des membres du comité de l'exposition de 1900 et en 1904, il sera rapporteur du groupe de la Verrerie à l'exposition de Saint-Louis. Lors de ces expositions, on admire d'autres produits fabriqués par Henri Vaux ou sous les ordres d'Henri Vaux, notamment des tables, des guéridons, des dessous de lampes en verre moulé et des guéridons en verre imprimé par exemple, des boîtes et des cadres pour photographie, des paravents. On sait aussi qu'il est à l'origine de l'opaline et il prévoit sa diffusion en l'installant dans les plafonds pour rendre moins agressive la lumière électrique et moins fatigante pour les yeux. Il se préoccupe aussi de l'effet disgracieux des panneaux décoratifs formés de carrés de faïence et les remplace par des grandes plaques de verre en verre opaque blanc émaillé, formant des dessins le plus divers. De cette façon, il va éviter les coupures, les manques de planimétrie qui nuisent à l'effet décoratif. Et puis aussi, il va s'allier aux frères Sartiot, dont on voit Eugène sur le bas à gauche. Eugène Sartiot, c'est le maire de Saint-Gobain entre 1908 et 1919. Mais les frères Sartiot sont très connus à Saint-Gobain parce qu'ils ont notamment travaillé avec la manufacture. Quand l'un était, Albert était le spécialiste, le grand ingénieur de la Compagnie du Nord, et puis son frère, le grand ingénieur de l'électricité, et il venait très régulièrement à Saint-Gobain où il résidait, notamment pendant les vacances et les week-ends avant de résider définitivement. Et c'est avec eux qu'il va développer un certain nombre d'inventions et notamment l'installation par exemple de l'opaline dans les gares. Il va aussi développer les soudures du verre à l'aluminium, les gravures du verre au thermocouteur, et puis il va faire réaliser des médaillons, des portraits, des bustes grâce au procédé de Ringel-Dilzach. Il va aussi appliquer des procédés de photographie émaillée. Mais la grande idée d'Henri Vaux, c'est la maison de verre. En 1898, il publie un opuscule sur la maison de verre et il rêve de créer une maison tout en verre. Il faudra attendre en fait Pierre Charot et entre 1927 et 1931 pour que ce soit réalisé. Et finalement, à l'exposition de 1900 où il pensait que Saint-Gobain allait le suivre, il n'aura que le palais des illusions, en fait plutôt un palais de l'électricité. Alors Henri Vaux est très connu pour ses inventions sur le verre, mais il a aussi travaillé sur le dosage des gaz nitreux, il a travaillé sur l'acide sulfurique, sur les chambres de plomb, comme dit Lussac, il a travaillé sur la vitrification, sur la ligne de verre, et surtout sur tous les défauts du verre. Donc des défauts qu'on connaît bien dans le monde verrier, les bouillons, les points, les crachats, les pierres, les grains, les larmes ou les schlags. Mais ce qu'on s'attendait beaucoup moins, c'est que Henri Vaux a beaucoup travaillé sur le domaine des boissons alcoolisées, et notamment sur le cidre. À cette époque, à la fin du XIXe siècle, la boisson des verriers, c'est le cidre. Et il y a de nombreux pommiers dans l'enceinte de la manufacture et dans les vergers et les jardins ouvriers. Et il va notamment travailler sur les levures et la fabrication du cidre, les parasites du pommier ou encore la fabrication du cidre par diffusion. Il travaillera aussi sur la résistance à l'air des surfaces des locomotives ou l'utilisation pour les locomotives américaines des devants ressemblant à l'avant des navires et des bateaux. Pour Henri Vaux, on le connaît également pour les forceries de laine qui se trouvent à Kessy, donc terminées actuellement. Henri Vaux, le grand spécialiste du verre armé, va s'allier avec Delamotte et Jacquemart
pour créer en 1891, sur l'emplacement de la sucrerie Judas de Croix et compagnie, les forceries de laine. Les forceries, c'est-à-dire que ce sont de grandes serres où on va faire du forçage pour produire des légumes. On va les maintenir à température régulière grâce à un thermosiphon et on va faire de la maturation artificielle des fruits. Il y en a 8 en France, donc Bailleul, Roubaix, Quessy pour l'Aisne, Versailles, Ruelle, Sarcelles, La Chevrette et Pierrefitte. Les serres s'étendent sur 1,5 hectare et on y produit des raisins, des pêches, des brugnons, des concombres, des fraises, des chrysanthèmes. Pour le raisin, on a 18 serres de 65 mètres de long sur 4 mètres de large. Et pour les pêches, 8 serres plus petites, seulement 55 mètres sur 2,5 mètres de large. Les productions des serres de Quessy sont très très remarquées. Et l'ensemble des journaux français de l'époque, mais aussi de la presse internationale, remarquent ces fruits exceptionnels qu'on va présenter, notamment aux représentants russes quand ils vont venir en France. Par exemple, 50 grappes de raisin muscat d'Alexandrie, qui vont peser ensemble 65 kg. 50 grappes d'Alicante bleuâtre pruiné qui pèsent ensemble 95 kg. Ou encore des grappes de gros Coleman qui pèsent chacune 1 kg. Lors de l'exposition culinaire internationale d'alimentation, Barbier va proposer des pêches énormes de plus de 500 grammes. Des prunes aussi. Et le directeur technique des forceries de laine, Fatzer, va produire des grappes de brugnons de plus de 45 cm de long. Des pêches précoces de Halle, du muscat, et elles obtiennent, ces forceries, de nombreux prix, puisqu'elles sont les plus primées en France. Les œillets, par exemple, sont les plus recherchés sur les tables parisiennes, et en 1900, on vend la douzaine 9 francs aux halles parisiennes, ce qui est à peu près 10 fois le prix des autres œillets produits en France. Malheureusement, lors de l'opération Albéric en 1917, les forceries sont totalement détruites et l'ensemble des arbres fruitiers vont être sciés au pied. Il ne restera rien des forceries et le prix du charbon et des matériaux pour la construction empêcheront leur reconstruction après-guerre. Henri Vaux obtient le grand prix de collaborateur à l'exposition de 1900, le seul dans la classe 73, celle de la Verrerie, pour l'ensemble de son œuvre. Au même moment, il est promu par le ministre du Commerce et de l'Industrie officier de la Légion d'honneur. Mais cela affecte beaucoup les membres éminents du conseil d'administration et surtout le grand directeur de Saint-Gobain. Et on va forcer Henri Vaux à prendre sa retraite le 19 septembre 1900 à l'âge de 53 ans. Comme les autres directeurs, il va jouir d'une pension de 6 000 francs à seulement 6 mois plus tard. Et dans son courrier, dans son dossier de carrière, on note la phrase suivante. Le Conseil regrette que les circonstances l'obligent à se séparer d'un collaborateur dont il a pu apprécier les longs services. En fait, on reproche à Henri Vaux d'avoir été nommé notamment officier de la Légion d'honneur avant le directeur de Saint-Gobain, de l'ensemble du groupe. Mais Henri Vaux n'en était pas resté là. Henri Vaux avait écrit beaucoup. Et pendant toutes les années où il est à la tête de la manufacture, il va écrire beaucoup, avec Frémy, avec Appert, participer à de grandes encyclopédies, écrire de nombreux articles de journaux, et on lui doit notamment le magistral, le verre et le cristal. Il va écrire, il va se déplacer dans le monde entier et inlassablement on va retrouver Henri Vaux comme formateur, comme initiateur, comme tout commentateur dans les laboratoires européens, dans d'autres, et il va prendre des participations un petit peu partout, ça devient un touche-à-tout. Quand en 1901 il est remercié, il ne peut pas se résoudre à ne rien faire. Et
comme il ne peut pas se résoudre à ne rien faire, par exemple, il va devenir administrateur de la compagnie des produits antiseptiques de Neuilly. Il va devenir directeur de l'usine de perles de verre de Chauny. Il va prendre des participations dans les huileries du Sahel à Sfax, avec deux autres personnes qu'il connaît relativement bien, Karl Théodore Anoto, le frère de Gabriel, qui est le directeur de la Société Générale des Industries Économiques de Paris, ou Paul Bernard, l'exportateur d'orge tunisienne. Il va même être administrateur d'une verrerie à Moscou. Il se lance aussi dans la grande aventure de la pierre du verre et où il va suivre les brevets déposés par Garcher dans diverses parties de la France. Henri Vaux, jusqu'à sa mort, va rester celui qui va toujours faire des choses pour le verre. Il va toujours être le chimiste, le scientifique, le chercheur. Et on sait que au moment où il décède, même s'il est seul au moulin à vent, il n'en reste pas moins qu'il a encore fait de nombreuses expérimentations et que même sa salle de bain est devenue son laboratoire. Donc il décède seul, il décède un petit peu isolé et finalement on va tout de même lui rendre les honneurs lors de ses obsèques où vont assister le banc et l'arrière-banc de la compagnie de Saint-Gobain. Il n'en reste pas moins qu'Henri Vaux est un chimiste totalement méconnu et qu'on l'avait depuis de nombreuses années oublié. Donc je voudrais faire un petit clin d'œil à Roger Demont, qui a eu le malheur de me dire un jour qu'il était belge et alcoolique. Ça m'a permis de beaucoup me lancer dans des recherches sur lui. Nous avons quitté Saint-Gobain pour aller visiter d'autres verreries concurrents, en particulier celle de Prémontré. Et donc la conférencière est Martine Plouvier, donc elle est tout à fait prédestinée à nous parler de la verrerie de Prémontré. Elle est conservateur en chef honoraire du patrimoine. Pendant longtemps, elle a travaillé au service de l'inventaire de la région de Picardie. On lui doit beaucoup d'articles et d'ouvrages sur le mobilier et l'architecture de la Picardie. Et elle est aussi présidente du centre d'études et de recherche Prémontré. Alors,